Merci à tous d'être venus écouter cette conférence que j'ai proposée à Jean-Marie pour les estivales 2018, 2 ans après celle de 2016. J'avais eu des petits problèmes d'informatique, ceux qui y étaient doivent s'en rappeler un peu, comme moi je m'en rappelle. C'est pas très agréable, mais là ça devrait normalement aller. Donc j'ai proposé un voyage dans le monde végétal, et pour essayer d'abord de mettre en évidence un petit peu les innovations évolutives à chaque palier de l'évolution, et une petite réflexion finale, est-ce qu'il y a une logique à cette évolution? Il y en a certainement plusieurs, mais je vais en dégager qu'une. Alors donc les plantes évidemment entrent dans l'ensemble des êtres vivants qui commencent par des prokaryotes au niveau évolutif. Alors les prokaryotes, ce sont des êtres vivants qui n'ont pas vraiment de noyau cellulaire, il n'y a pas de chromosomes, ils se multiplient par simple division. Vous voyez ici par exemple le début d'une division de 2 prokaryotes qui vont donner 2 cellules filles. Alors dans les prokaryotes, on met bien sûr les bactéries qui jouent un rôle très très important dans la biosphère en général. On y range aussi des êtres vivants un petit peu moins connus comme les actinomycètes, qui, comme leur nom l'indique, mycète était autrefois rangé dans les champignons, mais ce ne sont pas vraiment des champignons au sens évolutif du terme. Et on y place aussi ce qu'on appelait avant les algues bleues, un petit peu après les cyanophycées, mais là non plus ce ne sont pas de véritables algues, ce sont des mots qu'il vaut mieux abandonner. On va appeler ça des cyanobactéries, le terme de bactéries renvoyé un petit peu aux êtres vivants qu'on a vus sur la diapo d'avant. Alors ce sont des êtres vivants aquatiques qui sont fixés, par exemple les spirulines, avec ce corps un petit peu en forme de spirale très caractéristique, et ceux qui sont un petit peu adeptes des nourritures un peu biologiques savent que les spirulines est une source très très importante de protéines alimentaires. Alors certaines sont flottantes dans l'eau, comme ces microcystis, et puis d'autres sont carrément aériennes, elles sont sorties un petit peu du milieu aquatique, comme les nostocs. Alors les nostocs, vous en voyez peut-être de temps en temps dans vos jardins, ça ressemble un petit peu à un crachat. Et oui, au moins quand il fait humide en ce moment, peut-être. Alors ce sont des êtres vivants donc, qui ne ressemblent pas à grand-chose, mais qui sont à conserver. Pourquoi? Parce que vous pouvez les mettre, si elles sont dans votre allée de jardin, vous les remettez sur vos plates-bandes. Ce sont des êtres vivants qui sont capables de capturer l'azote atmosphérique, N2, donc ici N2, grâce à des cellules particulières qu'on appelle des hétérocystes, qui sont un petit peu différentes des cellules d'à côté, et qui sont donc capables de capturer cet azote, et que vous pouvez remettre sur vos plates-bandes. C'est de l'engrais gratuit. Il y a aussi des cyanobactéries qui jouent des rôles un peu plus néfastes. Il y a pas mal qui sont toxiques et qui empoisonnent un petit peu les écosystèmes aquatiques, qui sont des sources de pollution. Comme ici, une eau très polluée par les cyanobactéries. Alors on va franchir un pas déjà dans l'évolution pour arriver aux eucaryotes, par opposition aux prokaryotes qu'on a vu avant, alors qui ont ici un véritable noyau dans la cellule. Il y a des organismes cellulaires, ce sont déjà des usines beaucoup plus sophistiquées, des cellules des eucaryotes. Il y a des vacuoles, on en verra des illustrations un petit peu tout à l'heure. En gros, ce sont des greniers de la cellule. Il y a des mitochondries qui permettent la respiration cellulaire et donc la respiration de l'être vivant lui-même. On pense que les mitochondries sont des anciennes bactéries qui ont été capturées par les eucaryotes, qui les ont intégrées dans leur cytoplasme pour permettre cette respiration, donc l'utilisation de l'oxygène et le rejet du gaz carbonique. Il y a des mitoses, c'est-à-dire des divisions cellulaires beaucoup plus sophistiquées que les simples divisions des bactéries. Vous voyez ici l'amorce d'une division par mitose avec répartition des deux côtés du patrimoine génétique, donc des chromosomes. Par contre, les eucaryotes, par évolution, ils ont perdu la capacité de fixer l'azote atmosphérique qu'on a vu chez les nostocs, mais ils peuvent entretenir des symbioses, donc des associations à bénéfice réciproque avec des prokaryotes qui leur permettent indirectement de capturer l'azote et de les intégrer dans leur métabolisme. Alors, les eucaryotes, on en distingue plusieurs groupes. Il y a les protistes sur lesquels je n'insisterai pas. Le règne animal, bon, un petit clin d'œil, un petit animal. Je vous dis pas ce que c'est. Le règne fongique, un petit peu plus développé. Donc, on y range les champignons et les lichens. Vous remarquez que le règne fongique est un règne à part. Ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des végétaux qui méritent rang de règne. Et puis il y a des êtres humains qu'on appelle des chromista ou des straminophiles qui correspondent en fait aux algues brunes. Donc toutes les algues ne sont pas là, il n'y a que des algues brunes, donc par exemple les fucus,
qui sont rejetés par les marées sur nos plages atlantiques notamment. Alors, on a aussi des diatomées dans ces straminopiles. Ce sont des êtres vivants microscopiques avec deux valves qui ferment le contenu cellulaire. Alors ces straminopiles constituent une impasse évolutive, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné de descendants vraiment caractérisés, sauf quelques parasites qu'on classait avant dans les zoomycètes. Donc vous reconnaissez à nouveau le radical mycète qui envoie des champignons. En fait, c'était considéré avant comme des champignons, mais la génétique moderne, les études modernes ont montré que ce sont en fait des algues parasites. Alors ce sont ce qu'on appelle les mildious, par exemple le mildiou de la vigne, bien connu dans nos régions de vignobles, et éventuellement aussi le mildiou de la pomme de terre. Alors on va rentrer dans le domaine végétal, dans ce qu'on appelle la lignée verte, le vert renvoyant évidemment à la chlorophylle. C'est le règne végétal, donc qui est à part du règne animal et du règne fongique. Alors ici on a des cellules assez sophistiquées avec des membranes squelettiques qui induisent un petit peu la solidité de ces végétaux qui peuvent se dresser à plusieurs mètres éventuellement de hauteur. Les vacuoles, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les vacuoles ce sont des greniers de la cellule, c'est là que sont stockées les molécules, notamment les molécules chimiques qui permettent la défense de la plante, c'est le sujet que j'avais abordé il y a 2 ans, ici même. On trouve des organismes cellulaires qui n'existent pas dans les animaux, chez les animaux et qui n'existent pas chez les champignons, ce sont les plastes, et parmi les plastes il y a des chloroplastes qui renferment la chlorophylle. Alors là aussi, comme je vous avais dit pour les mitochondries, on pense que les chloroplastes, en fait, ce sont des cyanobactéries qui auraient été capturées par ces êtres vivants, qu'ils ont intégrés dans leur cytoplasme, sans les phagocyter, sans les détruire, et ça leur permet de faire de la photosynthèse. Alors il y a une molécule chimique aussi qui est caractéristique du monde végétal, c'est l'amidon, qu'on retrouve bien sûr dans le tubercule de pomme de terre, par exemple, qui est fabriqué à partir de la photosynthèse. Alors, ici, vous avez un exemple de chloroplaste vu au microscope électronique. Alors, dans cette lignée verte, on va d'abord sortir des algues, à nouveau, mais ce n'est pas les mêmes que tout à l'heure. Donc, les algues rouges et les algues vertes. Ici, la chlorophylle est masquée par des pigments surnuméraires. Donc, ce sont des algues qui apparaissent rouges ou vertes, selon que la chlorophylle est ou non cachée. Alors, au niveau de la reproduction, il y a des gamètes mâles et des gamètes femelles qui sont libérés par l'ouverture de cellules qu'on appelle des gamétocystes. Le radical cyste, ça renvoie à cytologie, ça indique une cellule. Alors, les algues rouges, qu'on appelle aussi le rhodophycées, ce sont des algues rouges. Par exemple, en milieu marin, les Delesseria. Alors, les rhodophycées constituent une impasse évolutive. Là aussi, il n'y a pas eu de descendants de ce groupe qui aurait pu coloniser le milieu terrestre. Les algues vertes, donc les chlorophycées, sont donc d'abord des algues marines ou d'eau douce, en Brésil par exemple. On a les cholerpas aussi qui sont un petit peu célèbres dans le monde de la biologie parce que ce sont ces algues qui ont été imprudemment introduites en mer Méditerranée à partir peut-être de Monaco et qui entrent en compétition avec les herbiers de Posidonie qui sont des écosystèmes très très précieux. Et puis on a aussi ces petites algues qu'on voit assez fréquemment dans notre région quand on fait un peu des sorties botaniques dans des petites marges jeunes, par exemple quand on a creusé récemment. Les caras, ce sont des algues qui sont pionnières dans la colonisation de ces marges, qui seront après, elles seront remplacées par d'autres végétaux. Donc elles se reproduisent par des petites cellules sexuelles ici. On ne voit pas les bouchons. Ah, moi je vois à l'écran. Ah, en plus ça m'a perturbé, pardon. Alors, bon, moi je vais éviter d'utiliser. Alors, voilà. Alors, les cholerpas, les caracées sont juste à la porte des plantes vertes terrestres. On va arriver maintenant dans les plantes vertes. Alors, il faut rappeler d'abord que l'eau, c'est le milieu d'origine de tous les êtres vivants. Et donc, les êtres vivants sont sortis, comme le règne animal, d'ailleurs, sont sortis progressivement de l'eau pour conquérir le milieu terrestre. Le problème, c'est que le milieu terrestre, par rapport au milieu aquatique d'origine, est un milieu extrêmement hétérogène. Il y a une forte dessiccation, due notamment à l'effet du soleil. Il y a des grandes variations thermiques, alors que dans l'eau, tout ça s'est tamponné.
La force d'Archimède est très faible, évidemment, dans le milieu aérien par rapport au milieu aquatique. Et tout ça, ça exige que ces êtres vivants qui vont coloniser le milieu terrestre doivent trouver des moyens d'économiser l'eau, qui sera un peu le facteur limitant, de trouver des moyens d'absorber des gaz, des minéraux pour leur alimentation. Alors, il y a des molécules qui sont associées à cette sortie du milieu aquatique, c'est la lignine, une molécule très, très rigide qui permet à des arbres, par exemple, de développer un tronc qui peut atteindre plusieurs dizaines de mètres dans certaines régions, une centaine de mètres même dans les plus grands arbres. Ce tronc, en botanique, on appelle le cormus, et ça a donné le nom de cormophytes à ces végétaux qui ont développé ce genre d'organes. Alors il y a des nouvelles inventions aussi, les stomates. Les stomates, ce sont des petits appareils qui sont formés par deux cellules jumelles qui ménagent entre elles une petite ouverture. Et ces ouvertures permettent la circulation des gaz entre l'intérieur de l'organe végétal et l'extérieur, donc l'atmosphère. Ensuite, les gamètes, ce sont des cellules donc reproductives, sont très sensibles aux UV, à la dessiccation aussi, donc il va y avoir invention de nouveaux organes qu'on appelle des entéridies, des archégones. Je ne rentre pas trop dans les détails. Simplement, ici, dans le cas d'un cormophyte assez primitif, chez les mousses, un gamète femelle qui est enfoncé dans un archégone, donc qui est l'appareil reproducteur femelle, et devant un gamète mâle qui nage vers le gamète femelle pour la fécondation. De quoi ? Alors, dans les cormophytes, parmi les... Là, je ne montre rien. Voilà. En orientant alors, c'est parmi les premiers végétaux qui colonisent le milieu terrestre, les bryophytes. Alors les bryophytes, chez ces végétaux, il n'y a pas de véritable racine, il y a simplement des rhizoïdes qui permettent qu'elles se fixent dans le sol, sur des troncs, sur des rochers par exemple. L'appareil conducteur des liquides physiologiques est très primitif chez ces végétaux. Il est très peu efficace cet appareil, si bien que les bryophytes ne pourront jamais atteindre une grande taille comme un arbre par exemple. Les plus grands bryophytes que j'ai déjà vus, c'est un petit peu à Bornéo et puis il y en a un petit peu en Nouvelle-Zélande. Ce sont des mousses qui atteignent 30 cm au maximum. La fécondation est aquatique, c'est-à-dire que les gamètes mâles vont nager vers les gamètes femelles pour la fécondation. Alors ça, c'est un souvenir de l'origine aquatique de ces végétaux. Alors parmi les bryophytes, vous en connaissez déjà pas mal, hein. Il y a les mousses toutes bêtes, on pourrait dire. Donc les polytriques, par exemple, dans des sous-bois un petit peu acides de nos régions, on trouve facilement des polytriques. On a les sphègnes, qui ne sont pas tout à fait des mousses au sens strict. Alors les sphègnes ont la capacité de coloniser des milieux extrêmement pauvres en éléments nutritifs, donc des tourbières par exemple. On en trouve assez facilement en montagne noire, dans les Pyrénées, Pays de Soule, etc. Et là, vous avez les petites capsules qui libèrent des spores au sommet des sphègnes. Alors voici donc la tourbe, c'est un substrat qui est fabriqué par des sphègnes qui meurent à leur base. Elles sont vivantes au-dessus, mais en dessous elles meurent. Comme l'eau est très acide et très peu oxygénée, les bactéries qui devraient décomposer cette matière organique ne travaillent pas très bien, ne peuvent pas. Et donc cette tourbe s'accumule comme ça, éventuellement sur des milliers d'années, dans ces écosystèmes très particuliers et très riches en biodiversité. On a ce qu'on appelle aussi les hépatiques. Donc ce sont des bryophytes. On a ici les hépatiques à feuilles dans des forêts de montagne, comme ici aussi. Là c'est sur du bois pourrissant, par exemple. Mais on peut avoir aussi des hépatiques à thalles. Alors le thal, c'était un peu l'appareil végétatif des algues qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire pas de feuilles. On a déjà vu qu'il n'y a pas de racines, pas de tronc évidemment. Et donc ce sont des lames qui se développent sur le sol humide.
Alors c'est pratiquement la dernière fois qu'on va voir des thalles, c'est encore un souvenir là aussi de l'origine marine de ces végétaux. Alors ici on a les marchantia qui sont parmi les plus fréquentes de ces hépaticatales avec des thalles mâles et des thalles femelles. Alors les anthocéros, je n'en ai jamais vu dans d'autres mais il doit bien y en avoir, c'est le moment des petites bryophytes un petit peu en régression qui vivaient souvent sur les terres cultivées après les moissons, avec les pluies d'automne, par exemple, on les voyait se développer en pionnière, comme ça, sur le sol dénudé. Mais peut-être que les herbicides, tout ça, ça a contribué à leur régression progressive. Je ne sais pas s'il y a des bryologues dans la salle. On verra après. Voilà, on va franchir un petit pas, on va quitter les bryophytes, on va arriver à ce qu'on appelle les rhizophytes, c'est-à-dire les plantes vasculaires. Alors pourquoi vasculaire? D'abord, à partir de cet instant, il y a des vraies racines qui non seulement participent à la fixation de la plante, mais aussi qui participent à l'alimentation de la plante. Les racines vont capter dans le sol l'eau et les éléments minéraux qui vont se déplacer vers le haut, donc vers les tiges et les feuilles, grâce à un appareil conducteur de la sève brute. La sève brute, c'est la sève qui circule du bas vers le haut, donc des racines vers les feuilles. Alors on appelle ce système conducteur aussi le bois. Alors le bois sur cette coupe qui est ici, il apparaît ici en couleur sombre. Ensuite, il y a un appareil conducteur de la sève élaborée qui circule en sens inverse de la précédente. Et c'est une sève qui est riche en produits de la photosynthèse, donc qui va venir à partir des feuilles vers les tiges et éventuellement les racines et alimenter aussi bien sûr plus tard les fleurs. Donc les tissus du libère, ce qu'on appelle du libère, ce sont les petites plaques roses, ici, qui sont un petit peu en alternance avec les éléments du bois. Alors ce libère, il apparaît comme des plaques criblées de trous qui permettent justement la circulation de la sève élaborée. Alors, parmi les premières rhizophytes qui apparaissent, on a ce qu'on appelle les ptéridophytes. Ici, l'appareil conducteur du bois est encore assez primitif, c'est un petit peu mieux que les bryophytes, mais ce n'est pas encore parfait, il y a quand même des fougères arborescentes, heureusement. Donc on n'a que des vaisseaux. Les vaisseaux, donc, ce sont ces éléments qui permettent la conduction des sèves. Ce sont des vaisseaux encore imparfaits, où la circulation se fait tant bien que mal, avec des ornementations à l'extérieur qui ressemblent à des barres d'échelle, comme vous voyez ici. Donc on appelle ça des ponctuations scalariformes. Scala en latin, c'est l'échelle. Alors à quoi servent ces ponctuations? Essentiellement pour permettre à ces vaisseaux de rester ouverts, sinon ils s'effondreraient sur eux-mêmes et la sève, évidemment, ne pourrait pas circuler. Alors, il y a aussi d'autres organes qui se développent bien chez les ptéridophytes, ce sont les sporanges. Alors, les sporanges, ce sont des boîtes, en gros, microscopiques. On les voit un peu à l'œil nu, mais pour voir la structure, il vaut mieux passer au microscope, qui s'ouvrent par une fente pour libérer des spores à maturité. Donc ça, c'est le sporange. Et voici ici 2 spores qui ont été libérés par l'ouverture du sporange. Donc, ces spores vont pouvoir germer sur le sol humide, etc. Alors, chez les ptéridophytes, la fécondation est encore aquatique. Les ptéridophytes ont besoin de l'eau climatique pour permettre aux gamètes mâles de nager vers des gamètes femelles. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme diversité à travers les ptéridophytes? On a d'abord des ptéridophytes à petites feuilles, des petites feuilles en écailles, ou des petits filaments très fins. On a les lycopodes par exemple. Les lycopodes sont des végétaux qui sont devenus assez rares en France, en tout cas dans les plaines quasiment disparues. En montagne, on les trouve heureusement plus facilement. Voici 2 exemples de lycopodes. Quand on voit ça, on est toujours très content. Le lycopode en massue, donc ici à gauche, qu'on peut voir de temps en temps dans le Pays de Sceaux, dans les Pyrénées audoises. Et à droite, un autre lycopode qui existe aussi dans l'eau, mais bien sûr en montagne. On a aussi les prêles. Alors là, les prêles, c'est quand même un peu moins rare. C'est même parfois désagréable dans les champs, dans les vignes. Alors les prêles, ce sont comme on voit à droite, donc des feuilles qui sont minuscules, qui sont soudées entre elles pour former des gaines, et les gaines sont emboîtées les unes dans les autres pour former des filaments. On peut tirer sur les gaines pour désarticuler la prêle. Alors vous avez à gauche aussi là, une prêle au printemps, donc avec des tiges non chlorophylliennes, elles sont brunes, mais ce sont des tiges fertiles qui libèrent des spores au niveau des sporanges. Alors on a aussi les ptéridophytes à grandes feuilles.
Les deux premières familles sont aussi des plantes un petit peu patrimoniales dans beaucoup de régions de France, elles sont en régression. Les Ophioglosses, par exemple les langues de serpent, Ophios c'est le serpent, Glos c'est la langue. On a à gauche l'Ophioglosse commun, il était commun. Donc en fait il y a deux types de feuilles chez ces végétaux, il y a une feuille stérile ici, et puis vous avez des feuilles fertiles avec les petits sporanges qui sont alignés, qui vont s'ouvrir à maturité pour libérer des spores. Vous avez à droite un autre petit lycopode qui n'existe pas dans l'Aude, l'Ophioglosse des Açores, qui est protégé évidemment au niveau national. Par ici. Les osmondes, ça on en trouve par exemple en montagne noire. Donc ça c'est parmi les, c'est la plus belle, la plus grande en tout cas, osmonde de la Fort-de-France. Une plante qui peut atteindre 4-5 mètres dans des biotopes bien développés, avec des frondes stériles, pas des feuilles stériles ici en vert, et des parties fertiles qui sont brunes, qui sont formées par des sporanges qui s'ouvrent pour libérer des spores. Alors on arrive aussi aux vraies fougères, ce qu'on appelle les filicales. Vous voyez que les ptéridophytes, ce n'est pas que des fougères, il y a des lycopodes, et encore je n'ai pas tout dit, je passe sur les détails. Alors les vraies fougères, ici elles sont caractérisées notamment par le fait que les feuilles sont enroulées en crosse dans leur jeunesse. Alors si vous avez des fougères chez vous, vous regarderez les jeunes feuilles, vous verrez que les jeunes feuilles sont enroulées comme ça en crosse. Bon ça c'est une fougère arborescente en région tropicale, donc c'est des crosses qui font une dizaine de centimètres de diamètre. Chez vos fougères, ça sera peut-être un petit peu plus petit, mais ça se voit très bien. Et évidemment, cette crosse se déroule progressivement, elle s'ouvre pour étaler le lame de la feuille au maximum pour la photosynthèse. Alors, quelle est la finalité un peu de ce mécanisme? On pense que c'est pour protéger les petits méristèmes, c'est-à-dire les jeunes cellules qui sont à l'extrémité de la feuille, qui sont enfouies dans la crosse, pour les protéger un petit peu des agents externes. Alors souvent, on assiste à une protection progressive des sporanges par évolution. Alors d'abord, souvent, les sporanges sont rassemblés en petits ensembles. Vous voyez ici, chaque petit élément ici, chaque petit élément minuscule est un sporange, et ces sporanges sont assemblés en ce qu'on appelle des sores. Des petits assemblages, il peut y avoir comme ça 80 sporanges qui cohabitent à la face inférieure de la feuille. Donc ça, chez les polypodes, les sores sont nus, pas protégés. Par contre, ici, chez une autre fougère, on commence à voir un petit peu une semi-protection des sores. Ici, c'est un sort allongé, non pas rond, avec la feuille qui dresse deux replis de part et d'autre. Donc une protection toute relative, mais ça montre un petit peu l'évolution. Là, un petit peu plus développé, les sporanges en brun sont protégés par un repli de la feuille. Donc la feuille se replie sur les sporanges pour les protéger. Là, par contre, c'est encore plus évolué. Chez la fougère dite mâle, mais c'est son nom populaire, elle n'a rien de mâle ou de femelle, c'est une fougère, donc, où il y a une membrane, carrément, qu'on appelle une indusie, qui vient envelopper complètement le sort. Si vous voulez voir les sporanges, il faut soulever avec la pointe d'un couteau, par exemple, soulever le bord de l'indusie, pour découvrir les sporanges qui sont en dessous. Alors, le summum de l'évolution chez ces ptéridophytes, ce sont les fougères aquatiques, où l'indusie est complètement close. Donc les sporanges sont à l'intérieur, forment un sporocarpe. C'est ce qu'on trouve par exemple chez les marsiléas. Les marsilées, je crois qu'il n'y en a pas dans l'Aude. On en trouve dans plusieurs régions de France, dans le Forêt par exemple, dans la vallée de la Loire. Alors ça, ce sont des frondes, donc des feuilles de ptéridophytes, qui ressemblent à un trèfle à 4 feuilles. Mais bon, d'abord c'est protégé, donc ne cueillez pas les frondes. Et ça n'est pas un trèfle de toute façon. Et les sporocarpes, donc ce sont ces petites boîtes brunes ici qui sont sur la tige rampante, qu'on appelle un rhizome ici. Et vous voyez ici ah non, c'est vrai. Pas facile, bon. Il y a une crosse. On va chercher des crosses. Vous la voyez un petit peu? Donc c'est une jeune feuille qui va se développer progressivement. Alors on a aussi les pilulaires. Alors, les pilulaires ont des feuilles extrêmement réduites, très très filiformes, qui vivent sur le bord des étangs, sur sol plutôt pauvre en azote. Et là, on voit très très bien les sporocarpes, des petites boîtes rondes, et les sporanges sont à l'intérieur. On a aussi les azolas. Alors, les azolas ne sont pas spontanés en Europe, donc pas en France. Ce sont des plantes souvent originaires d'Amérique, mais qui ont colonisé beaucoup de mares
un petit peu pollués éventuellement, et qui peuvent flotter comme ça sur l'eau, en compagnie de lentilles d'eau par exemple. Et puis on a des salvinia. Les salvinia existent en Europe, mais pas très peu en France, ou pourquoi pas dans l'autre. Il faut des eaux assez chaudes, hein. Ce sont des plantes d'origine tropicale, qui flottent sur l'eau comme ça. Alors, on va franchir un nouveau pas dans l'évolution. On va quitter les rhizophytes tout en restant dans les cormophytes pour arriver aux spermatophytes. Alors, les innovations ici, c'est d'abord l'invention du grain de pollen. Jusque-là, on n'a pas parlé de pollen. Hein. Le grain de pollen est formé dans des nouveaux organes. Alors, on appelle ça des étamines, parce qu'il faut un petit peu de base quand même. On a bien. Alors, voici une fleur, par exemple, de spermatophyte. La parnassie. Et éventuellement, on la reconnaisse quand même. Il y en a bien. Avec ses 5 pétales blancs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 étamines. Et dans le sommet des étamines, ici, sont fabriqués des grains de pollen. Et les grains de pollen, ça se voit essentiellement au microscope, comme vous le voyez ici. Autre innovation, les archégones qu'on a vu apparaître avec les bryophytes tout à l'heure, les mousses, et donc le gamète femelle à l'intérieur, sont enfermés dans un ovule. Ça, c'est une innovation aussi des spermatophytes. Alors, il ne faut pas confondre l'ovule des mammifères, n'a rien à voir. L'ovule des mammifères, c'est vraiment le gamète femelle, qu'on a tendance à appeler maintenant l'ovocyte. Ici, l'ovule chez les plantes, c'est un organe. Et le gamète femelle est à l'intérieur de cet organe. Donc, ne pas confondre. Voici par exemple l'ovule d'un ginkgo biloba, dont on reparlera tout à l'heure. Donc c'est un gros ovule. Ah ben voilà. Tu vois quand tu veux. Ouais. Alors il faut que je passe à côté du micro aussi. Alors ici, donc, ces gros organes ronds qui ressemblent à des œufs, en fait ce sont des ovules. Ce sont parmi les plus gros ovules de la flore actuelle. Il y en a 3 ici, un qui est avorté ici, qui ne va pas se développer. Alors on a 2 grands groupes dans les spermatophytes, les gymnospermes et les angiospermes. Alors, chez les gymnospermes, les fleurs sont encore réduites. Elles ne sont pas très très visibles, il n'y a pas de pétales, il n'y a pas de couleur. Les ovules sont nus. Gymnosperme, ça renvoie d'ailleurs à une racine grecque gymno, qui veut dire nu. En effet, dans l'Antiquité, les gymnastes s'entraînaient nus. On a déjà vu des reproductions déjà, certainement. Alors on a des gymnospermes d'abord qui sont considérés comme archaïques. Elles sont archaïques en ce sens qu'il y a encore une fécondation aquatique. Donc c'est la dernière fois qu'on va avoir une fécondation aquatique chez les végétaux par évolution. C'est la coupure définitive après avec le milieu terrestre d'origine. Les gamètes mâles, en effet, vont nager, mais ça ne sera plus de l'eau climatique, ça sera de l'eau physiologique, c'est-à-dire que le sommet de l'ovule va se liquéfier pour fabriquer ce liquide qui va permettre aux gamètes mâles ciliés de nager vers les gamètes femelles. Autre innovation, mais pas tout à fait, pas complète, c'est l'invention de la graine. Alors là, c'est encore plus de pré-graine, c'est pas tout à fait la graine évoluée, parce que cette graine est incapable d'attendre des années éventuellement dans un sol ou dans une réserve de graines. Elle doit germer aussitôt. Donc ça ne correspond pas à la définition de la graine moderne. Alors c'est ce qu'on appelle parfois les fossiles vivants. Bon, c'est un mot peut-être un peu galvaudé. Alors on a deux groupes à illustrer. Les cicadales, d'abord, avec la famille des cicadacées. Alors qui sont des plantes exclusivement tropicales, mais ça peut pousser en appartement bien chauffé, en véranda chauffée. Alors ce sont des plantes qui ressemblent à des palmiers, il y a des grandes palmes ici, des grandes feuilles. Évidemment, ça n'a rien à voir avec un palmier, parce que les palmiers vont arriver beaucoup plus tard. Alors on a l'impression qu'il y a des fruits ici, mais non, ce ne sont pas des fruits, ce sont des ovules, voire même des pré-graines, c'est sont arrivés à maturité. Alors on a de plus près ici une feuille qui renferme ces pré-graines ou ces ovules. Donc ça, ce sont des cicaces, et les cicaces sont caractéristiques de l'ancien monde. On en trouve surtout en Asie. En Thaïlande, on les voit assez bien. Parce qu'on en a vu d'autres aussi, oui, surtout à Thaïlande. Alors les macrosamias sont des cicaces un petit peu plus évoluées dans la mesure où les ovules et donc les graines sont protégés
par des écailles. Donc ça fera une sorte d'épi comme ça. Les ovules ne sont pas complètement exposés aux prédateurs ou autres. Donc les macrosamiens, on les voit assez bien en Australie. Évidemment, c'est pas la porte à côté. Alors l'autre groupe, qui était un groupe bien développé à l'ère secondaire, n'est plus représenté actuellement que par les gingos, vous connaissez bien sans doute. Donc le gingo avec sa feuille qui ne ressemble à rien d'autre au monde actuellement, une feuille qu'on qualifie de flabellée, c'est-à-dire un petit peu en forme de drapeau, d'éventail, avec des nervures qui sont plus ou moins parallèles entre elles, on les voit ici. Donc les nervures, non, c'est pas tout à fait qu'elles sont... un peu. Elles ne sont pas parallèles, elles se divisent dichotomiquement, c'est-à-dire qu'il y a une branche qui part, qui se divise en deux, qui apparaît en deux, etc. Donc la nervation dichotomique est une nervation très primitive. Et c'est la dernière fois qu'on voit ce type de nervation qu'on voit beaucoup chez les ptéridophytes, chez les fougères. Alors là, vous avez une paire d'ovules, on a déjà vu un petit peu tout à l'heure. Souvent, chez ces paires d'ovules, il n'y en a qu'un qui se développe complètement. Alors le gingo, c'est un arbre qui possède les deux sexes, on appelle ça un arbre dioïde, donc il y a des pieds mâles et des pieds femelles. En général, dans les villes, on plante de préférence les pieds mâles, parce que les ovules des pieds femelles, quand ils se décomposent, ils dégagent une odeur épouvantable. Donc on préfère ne pas les mettre. Mais de temps en temps, on en voit. Bon. Alors le gingo, il y a des légendes aussi sur le gingo Hiroshima, vous connaissez tous ça, bien sûr, qui serait le seul qui aurait résisté à la bombe atomique de 1945. En fait, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment résisté. Moi, je pense qu'il a été détruit, mais que c'est le premier à ressortir à partir du goudron des rues, par exemple. Mais bon, j'y étais pas. Je ferai des traces. Alors, on a vu, donc, on est toujours dans les gymnosphères, on a vu les archaïques avec les cycas et les gingos. Maintenant, on a les gymnosphères centrales, donc un peu plus évoluées, mais pas complètement. Donc là, je vous disais juste avant, la fécondation est définitivement indépendante de l'eau. L'eau n'intervient plus du tout. Alors, comment les gamètes mâles vont arriver au contact des gamètes femelles, les plantes vont développer un tube pollinique qui va permettre aux gamètes mâles de s'approcher des gamètes femelles. Alors, le tube pollinique est engendré par la germination d'un grain de pollen. Le grain de pollen possède des pores germinatifs et on voit ici que commence à se développer un petit tube, un début de germination. S'il y a de l'eau, s'il n'y a pas d'incompatibilité, aussi, enfin, on parle des détails, la complexité de la reproduction des plantes. Et ce tube pollinique va se développer progressivement, il va s'étendre, et pour gagner le gamète femelle. Et donc il y a deux noyaux à l'extrémité. Le noyau génératif va donner plus tard des gamètes mâles. Et ici, vous avez le noyau végétatif qui assure la croissance du tube pollinique vers le bas. Autre innovation, enfin, arrivent les graines. Donc les graines, c'est une invention des gymnospermes centrales qui sera bien sûr conservée dans tous les végétaux qui vont venir après. Donc c'est la vraie graine, c'est-à-dire qu'il y a un embryon, des téguments qui protègent l'embryon par rapport aux éléments extérieurs. Cette graine est capable de présenter un certain temps de repos, donc il peut attendre dans le sol, par exemple les mauvaises herbes des moissons. Elles peuvent attendre des années dans le sol que les herbicides disparaissent, etc. pour ressortir, heureusement pour les botanistes, il y a toujours de l'espoir. Et elles sont capables aussi de présenter des dormances, donc de ne pas germer comme ça dès qu'il y a des bonnes conditions, on ne sait jamais. Donc elles peuvent mettre un certain délai à se développer. Donc voici un exemple d'une graine. Bon, vous allez me dire ça ressemble à un ovule de gingo, mais si vous avez suivi, vous n'êtes pas dupe. Donc ça, c'est la graine du muscadier, hein, vous l'avez reconnu, avec encore le massif à l'extérieur, cette enveloppe. Alors chez ces gymnospermes, on trouve beaucoup de plantes à résine. C'est pour cette raison qu'on les appelle des résineux. Alors voici ici, pour illustrer ce caractère, bon, c'est un scan de diapo, c'est pas terrible, mais ça c'est la récolte traditionnelle de la résine de pin maritime dans les Landes de Gascogne. Je l'ai gardée parce que cette petite poterie n'existe plus. Maintenant c'est des sachets plastiques qui récoltent la résine, c'est un peu moins traditionnel.
Je préfère garder celle-là. Alors, il y a un appareil conducteur de la sève brute, donc du bois, avec des vaisseaux encore imparfaits, pas complètement performants, mais ça vient tranquillement dans l'évolution, qui sont caractérisés par des perforations très particulières qu'on appelle des ponctuations arrêtées. Donc la sève circule comme ça à travers ces ponctuations, ces ouvertures. Donc ces vaisseaux imparfaits, on les appelle aussi des trachéides, qui renvoient à trachée aussi. Alors on a des ovules, bien sûr, des graines, qui sont souvent disposées, après la fécondation, donc l'ovule devient une graine, souvent disposées sur des écailles rassemblées en cônes. C'est ce qu'on appelle les pommes, entre guillemets, des conifères. Alors, entre guillemets, parce que c'est pas une pomme. Donc voici par exemple les pommes du cèdre. Donc, ces petits éléments ici, ce sont des inflorescences femelles, avec de nombreuses écailles, et avec ces écailles, on pourrait trouver des ovules et puis après des graines. Alors, quelques exemples de gymnosphères sur des plantes qui vont vous parler, parce qu'on commence à rentrer dans des plantes de notre environnement quotidien. D'abord les ifs, les taxus, famille des taxacées. Alors évidemment, c'est une exception par rapport à ce que je viens de dire. Il n'y a pas de résine, pas de chance, et il n'y a pas de cône. Bon, enfin, on va bien commencer par les exceptions. Alors les ifs, ce sont des arbres qui sont spontanés en France, qui ont besoin quand même de conditions atmosphériques assez humides, des forêts très anciennes, c'est un marqueur des forêts anciennes. Donc voici ici un rameau d'if, à droite ici un autre avec un ovule isolé, donc vous voyez que ces ovules ne sont pas insérés sur des cônes. Et à maturité, cet ovule donne une graine. Et cette graine est entourée par une enveloppe rouge, et qui n'est pas un fruit. Toujours pas, on n'a pas inventé de fruit. Hein. Enfin, voilà. Donc la graine est entourée par l'arille rouge vif. Alors il faut savoir que le lif est un arbre entièrement toxique à l'extrémité de l'arille. Donc faites attention si vous voulez goûter à ce que vous prenez, y compris, il faut enlever la graine qui est au centre. Hein. Avec les familles suivantes, ça va mieux. Il y a de la résine et il y a des cônes. Alors voici par exemple les pins, les pinus. Alors il y a pas mal d'espèces de pins dans l'hémisphère nord essentiellement, et en France il y en a plusieurs aussi. Donc des feuilles en forme d'aiguille, comme ici. On a aussi les cèdres. Donc ça c'est le cèdre du Liban qui est entre La Valette et Arzins, que j'ai trouvé magnifique. C'est un cèdre qui, avec l'âge, forme un port en table, un port tabulaire comme ça, très facile à reconnaître par rapport au cèdre de l'Atlas par exemple. Donc celui-là il vient des montagnes du Liban, de Syrie et de Turquie. On a les sapins évidemment, les abies. Alors les sapins, il y a un sapin spontané en France, y compris dans l'autre d'ailleurs, souvent associé au hêtre dans la hêtraie sapinière. Alors le sapin ne forme pas de pommes. Pourquoi? Parce que les cônes ont tendance à se désintégrer sur la plante, donc sur l'arbre, et vous voyez, il reste l'axe du cône, les écailles sont tombées, donc au pied des sapins, il n'y a pas de pommes de sapin. Alors qu'il y a des pommes de pin, des pommes de mélèze, des pommes de cèdre, des pommes d'épicéa, etc. La troisième famille importante, c'est la famille des cupressacées, donc la famille des cyprès. Voici par exemple des cyprès, avec à nouveau des pommes. Un nom particulier s'appelle des galbules, c'est du vocabulaire des spécialistes après. Donc les cyprès qui ne sont pas spontanés en France, il y en a beaucoup dans les villes de l'Aude, par exemple, enfin, du Midi, mais ils ne sont pas spontanés chez nous. On a les genévriers, par contre les genévriers on en a. Alors ça c'est le genévrier commun, avec des galbules, des cônes charnus, un peu violet noir. Donc c'est toujours pas un fruit. Quand on appelle ça des baies de genièvre, pour un botaniste, ça ne va pas. La baie, c'est un fruit, et là, il n'y a pas de fruit, donc ce n'est pas des baies. Si vous voulez l'utiliser, vous mettez des guillemets dedans, ça passera très bien. Donc ça, c'est le genévrier commun, celui-là qui est utilisé pour parfumer la choucroute, par exemple. Et aussi pour préparer les alcools de genièvre qu'on trouve, par exemple, dans le nord de la France, il y a plusieurs petits trucs. En fait, c'est un alcool de grain qui est parfumé à la dernière minute par des galbules de genévrier commun. Chez nous, dans les endroits un peu chauds dans l'eau, on a le genévrier oxycelle ou le cadme, qui a des galbules qui restent plutôt jaunes, brun jaune, orangés, ici.
On peut distinguer les deux avec les feuilles. On n'est pas obligé d'avoir les galbules à maturité. Et puis chez nous, on trouve aussi le genévrier rouge, qu'on appelle improprement le genévrier de Phénicie. Phénicea, comme montre son nom latin, ça ne veut pas dire de Phénicie, ça veut dire rouge en grec. Donc les galbules ici sont rouges et les feuilles ne sont pas des aiguilles, mais des écailles imbriquées les unes dans les autres. Donc ça, dans les corbières, c'est on va assez bien. Alors s'il y a des archaïques, des centrales, c'est qu'évidemment il y a le troisième niveau, ce sont des gymnospermes évolués. On appelait anciennement les chlamydospermes. Alors ici, on a des innovations évolutives. À nouveau, l'appareil conducteur du bois présente des vaisseaux imparfaits, donc à circulation un petit peu difficile, et surtout apparition des vaisseaux parfaits qui vont enfin permettre une circulation optimale de la sève. L'ovule, il existe toujours bien sûr, il est protégé dans une enveloppe ouverte. Cette enveloppe ouverte renvoie au mot grec chlamys, qui veut dire chemise, qui a été utilisé pour fabriquer le mot chlamydosperme. Alors on trouve trois familles, dont une représentée chez nous, la famille des éphédracées, avec l'éphédra major qui vit sur des ruptures de falaises rocheuses dans les corbières par exemple. On trouve sur les dunes, exactement sur les arrières-dunes, sur les dunes un peu stabilisées, l'éphédra distaca qu'on appelle le raisin de mer, parce qu'à maturité, les graines, elles sont ici, vous les voyez tous, les graines sont entourées par cette enveloppe rouge, qui n'est toujours pas un fruit, je vous le rappelle. C'est simplement des pièces qui entourent l'ovule qui deviennent charnues et rouges à maturité pour permettre la dissémination des graines par des animaux. Les gnetomes, alors ce sont des plantes uniquement tropicales, dont je n'insiste pas trop. Les photos sont pas très bonnes, on ne voit pas facilement dans nos voyages, exactement, c'est plus une balade. Mais bon, ça c'était photographié en Asie. Et puis on a enfin une plante assez extraordinaire, là où on a bien vu, le Welwitschia mirabilis, et non pas miserabilis, comme on trouve dans certains guides touristiques et non pas terlus par des scientifiques. Mirabilis, ça veut dire merveilleux, ça n'a rien à voir avec miserabilis. Alors c'est une plante qui peut vivre 2000 ans, qui toute sa vie n'a que deux feuilles. Une feuille devant et l'autre feuille derrière. Donc le méristème, c'est-à-dire là où se régénère la feuille, se trouve quelque part ici, à l'autre extrémité, cette feuille est attaquée par les vents de sable, par les animaux, etc. Et à la jonction entre les deux feuilles, on trouve l'appareil reproducteur. Donc ce sont là aussi des plantes dioïques, c'est-à-dire il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Alors c'est une plante qui au monde n'existe qu'au sud de l'Angola et en Namibie. Elle ne s'éloigne pas de plus d'une centaine de kilomètres de l'océan Atlantique. Et là on a eu la chance au nord-ouest de la Namibie, je pourrais vous montrer la station si vous voulez, d'avoir cette plante extraordinaire à 50 mètres de notre chambre. Voilà, progressivement, on arrive au sommet de l'évolution chez les cormophytes avec les angiospermes. Donc là, on retrouve un appareil conducteur du bois, à nouveau, avec des vaisseaux imparfaits et parfaits qui commençaient à apparaître avec les familles précédentes. Donc les vaisseaux imparfaits, ce sont les petits vaisseaux qui sont là, qui, vous voyez, sont à un diamètre assez réduit, donc ça sert de circuler, plus ou moins. Mais surtout, invention des vaisseaux parfaits, donc ces gros vaisseaux qui permettent une circulation optimale de la sève brute. Apparition de véritables fleurs colorées. Les fleurs apparaissaient déjà avec les gymnospermes, mais elles n'étaient pas aussi sophistiquées. On a du mal à les prendre pour des fleurs d'ailleurs, mais il y a tout ce qu'il faut. Pourtant, il y a des étamines, il y a des ovules. Donc une fleur colorée, comme par exemple le Boinia, qui sont des plantes très très fréquemment plantées dans les régions tropicales. Donc avec la corolle formée de pétales colorés, et faire attention, il y a des arbres qui n'ont pas de corolle développée et qui pourtant ont des fleurs. Alors, donc ces fleurs colorées servent évidemment à attirer des pollinisateurs, notamment des insectes, des oiseaux, des colibris, etc. en Amérique.
Les ovules, cette fois-ci, ils sont protégés par un ovaire. Donc ça, c'est une innovation chez les angiospermes, apparition de l'ovaire, donc une cavité close dans laquelle vont se trouver les ovules. Ils sont protégés. Alors voici dans 3 niveaux d'évolution par rapport aux ovaires. Voici la fleur d'un magnolia. Les magnolias sont des angiospermes plutôt primitives. Donc on retrouve les pétales. Bon, les sépales, ils sont plutôt tombés. On retrouve les très nombreuses étamines qui libèrent du pollen comme d'habitude. Et au sommet de la fleur, ici un petit peu saillant, des ovaires qui sont libres les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soudés entre eux, avec une pointe de couteau pour en faire sauter un sans abîmer les autres. Il y a un niveau un petit peu plus évolué, où les ovaires sont semi-protégés dans une coupe qu'on appelle un hypanthium, par exemple chez les rosiers, les églantiers. Donc là on a une coupe longitudinale d'une fleur d'un rosier, avec sépales, pétales, bien sûr, comme toujours, l'appareil destiné aux insectes, aux pollinisateurs. Et ici, on a une coupe formée par l'extrémité du pédicelle de la fleur. Et ici, les ovaires sont pas soudés entre eux, mais semi-protégés par cette coupe. Alors, à maturité, quand le rosier est en fin de fructification, on trouve à l'intérieur de cet hypanthium qui devient rouge, qu'on appelle le cynorhodon, on trouve des véritables fruits. Donc le cynorhodon, ça n'est pas le fruit du rosier, toujours pas. Les vrais fruits, ils sont là. Ça n'empêche pas de consommer le cynorhodon, en fait. Alors le second de l'évolution, c'est l'ovaire complètement protégé en dessous de la fleur, notamment dans les tissus du calice. C'est ce qu'on appelle des ovaires infères, comme chez les campanules. Donc cette campanule possède une corolle qualifiée de campanulée en forme de cloche. On trouve des sépales, et en dessous, il y a une petite bosse ici. Bon, vous trouvez un exemple un peu plus pédagogique, je ne sais pas trouver. Ici, si on faisait une coupe transversale dans ce petit organe renflé, on verrait à l'intérieur des ovules. Donc cet organe, c'est un ensemble d'ovaires soudés et disposés en dessous de la fleur. Alors, autre innovation chez les angiospermes, c'est la double fécondation, et non pas simple comme tous les végétaux qu'on a vus jusqu'à présent. Alors, vous vous rappelez que tout à l'heure, on a vu que les grains de pollen germent sur un tissu un petit peu humide, dans de bonnes conditions, qu'on appelle chez les angiospermes, donc le stigmate, engendre un tube pollinique qui va descendre comme ceci, à travers les tissus de cette colonne qu'on appelle le style, pour gagner la cavité, donc l'ovaire, où se trouvent les ovules. Alors, au cours de ce trajet, le noyau reproducteur qu'on a vu tout à l'heure va se diviser en 2 gamètes. Il y a un des gamètes qui va fusionner avec le gamète femelle pour donner un embryon, comme chez tout le monde normalement. Et le deuxième gamète mâle va fusionner avec un ensemble de 2 noyaux qui sont ici au centre pour donner un tissu nouveau qui n'apparaissait pas chez les plants précédents, qui est l'albumène. L'albumène, c'est un tissu jumeau de l'embryon qui est formé en même temps lors de la double fécondation. Alors parallèlement, enfin, apparition du fruit. Les ovaires, en même temps que l'embryon se forme, les ovaires reçoivent des hormones végétales, vont se développer pour fabriquer des fruits. Enfin. Alors les fruits sont des organes évidemment très très divers, vous en connaissez beaucoup à travers le monde. Alors, vous connaissez l'avocat, sans doute, un peu de chance. Ici, vous avez un fruit, donc ça c'est un fruit charnu qui sera consommé évidemment par des frugivores, des mammifères, etc. Ici, vous avez un fruit sec qui développe une aile membraneuse. Donc ça, c'est destiné plutôt à se disperser par le vent. Pensez par exemple au samar des ormes, au samar des érables. Et puis vous avez en bas le fruit de la renoncule des champs, qui est pourvu de nombreuses petites épines, qui normalement doit être transporté volontairement ou non par des toisons d'animaux, des vêtements des humains. Donc le fruit, c'est l'organe de dispersion des graines qui sont à l'intérieur. Et ça n'apparaît que très tardivement, évidemment, dans l'évolution. Alors cet embryon est formé de plusieurs parties qui permettent de distinguer 2 grands groupes au sein des angiospermes. On a les dicotylédones, avec un embryon à 2 cotylédones, qui s'oppose évidemment au monocotylédone, où il y a un cotylédone qui a avorté, il n'en reste qu'un. Exemple, les graminées. Alors
voici un exemple de germination de dicotylédones avec les deux cotylédones ici en bas, donc issus de la graine, et apparition du début de la tige et des deux premières feuilles, les fleurs primordiales qui commencent à se développer. Le bourgeon terminal ici qui va continuer à se développer. Donc les cotylédons renferment des réserves, évidemment, des réserves de la graine, qui vont alimenter les jeunes feuilles et les jeunes plants jusqu'à ce que la photosynthèse soit opérationnelle pour prendre le relais des cotylédons épuisés au niveau de leurs réserves. Alors si on replace ça un petit peu dans l'évolution végétale, avec millions d'années, bon, un schéma simplement à titre d'informatif, qui rappelle un peu tout ce qu'on a vu, donc les prokaryotes, les eucaryotes encore aquatiques, puis apparition des eucaryotes terrestres à partir du silurien et les cormophytes, donc les ptéridophytes plutôt à partir du dévonien et du carbonifère avec la houille. Ensuite, au Permien, apparition des gymnospermes, des gingos, des pins, des sapins, etc. Et à partir du Crétacé, l'explosion des angiospermes, qui sont maintenant les plantes dominantes sur la planète. Ce qui n'empêche pas que les autres sont encore plus ou moins là. Voilà une petite conclusion pour synthétiser un petit peu tout ça, pour que vous ayez des idées claires en partant. Donc on revient un petit peu aux algues. Donc les gamètes chez les algues sont enfermés dans une cellule qu'on appelle un gamétocyste. Par évolution, chez les mousses, les gamètes femelles sont enfermés dans un archégone qui est encore nu. Chez les fougères, l'archégone est enfoui dans cet organe qu'on appelle le protale, donc qui est déjà un petit peu protégé. Apparition chez les gymnospermes de l'ovule. Donc l'ovule, c'est une boîte qui renferme un archégone, lui qui renferme le gamète femelle. Alors après, l'ovule est enfermé dans un ovaire qui peut d'abord être libre, donc pas complètement protégé, ou bien alors un ovaire semi-protégé, comme on a vu chez le rosier. Le summum, évidemment, c'est l'ovaire dans un ovaire, enfin l'ovule dans un ovaire infère. Donc, pour finir, aujourd'hui, une des conclusions de cette logique évolutive, ça serait que l'évolution s'est faite pour protéger le gamète femelle de plus en plus des agents extérieurs, de la dessiccation du soleil, etc. Mais évidemment, ça implique l'invention de nouveaux systèmes pour mettre en contact le gamète mâle avec le gamète femelle, qui devient très très inaccessible parce que protégé comme ça dans une poupée russe, enfin, des poupées russes emboîtées les unes dans les autres. C'est ce qui arrive chez les plantes les plus évoluées à ovaire infère. Voilà mes... Est-ce que c'est la dernière couche, celle qui est en haut? L'évolution voudrait que, normalement, il devrait y avoir une énième couche qui devrait envelopper tout ça. Oui, pardon. Oui, donc Jean-Marie me demandait si l'évolution est finie, sans doute pas, il n'y a pas de raison. Il devrait y avoir une énième couche encore autour de l'ovaire infère qui devrait accentuer encore cette protection. Mais, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent des exemples où on commencerait à voir cette énième couche. La plante, elle a besoin de sa graine. Si la graine est formée, ce qui est difficile, c'est la fécondation. Mais si la graine est formée, la plante, elle va se débrouiller. Bien, donc, est-ce que vous avez des questions sur cet exposé? Oui. Un phénomène assez curieux, si on regarde les plantes domestiquées par l'homme, je crois que c'est uniquement les tout en bas, les plus évolués, les angiospermes, qui ont été domestiqués. Alors, est-ce que là, il n'y a pas une perte? Est-ce qu'il ne faudrait pas... Enfin, pourquoi les autres sont inutiles? C'est quand même très curieux. Elles ne sont peut-être pas inutiles, mais elles ne sont pas exploitées. Et c'est aussi peut-être lié au fait que les angiospermes ont développé une chimie très, très complexe et beaucoup de molécules utiles aux hommes sont fabriquées par ces plantes plutôt que par les plus primitives.
Mais bon, il y a des plantes alimentaires dans les cicaces, hein, il y a des plantes alimentaires, des rhizomes de fougères éventuellement. Mais je pense que c'est la diversité chimique des angiospermes qui a permis une exploitation très très intense par les humains. Oui, non? Oui. Comment se traduit la différence entre les petits vaisseaux primitifs là, et les vaisseaux où la sève monte? C'est essentiellement un petit peu de diamètre, on a vu là sur la diapo. Le diamètre des vaisseaux imparfaits est assez réduit, alors que les autres sont largement ouverts. Les ornementations qui sont à l'extérieur des vaisseaux aussi favorisent le fait, comme je disais pour les ponctuations, que ces ornementations sont nécessaires pour éviter que les vaisseaux s'affaissent sur eux-mêmes et empêchent la sève. Et les ornementations qu'on trouve chez les vaisseaux parfaits sont beaucoup plus efficaces justement pour... Ah oui, la plante, oui, ça lui permet d'atteindre des hauteurs très très élevées. Oui. Les arbres comme les eucalyptus, les séquoias, les séquoias, ils ne sont pas des vaisseaux pas très parfaits, mais les eucalyptus et d'autres géants angiospermes, ils ont des vaisseaux très très performants pour que cette sève monte jusqu'aux fleurs et aux feuilles. Ah, pardon. Oui. C'est un commentaire. Finalement, les plantes sont restées aquatiques. Elles sont restées aquatiques. Au début, le milieu était au début, oui. Elles ont intégré le milieu à l'intérieur qui devient microscopique. Et le phénomène de base de la reproduction, il est à milieu aquatique. Oui, mais sauf qu'à partir du moment, elles plantent de l'eau. Le cordon ombilical vis-à-vis de l'eau. Oui, oui. On a vu ça. Ouais. Mais au début, oui, ça reste aquatique. Oui. Ah ben, chez les animaux, il y a la même logique, hein, forcément. Je te montre un cadeau de faire un exposé sur les animaux. Quels sont les facteurs, monsieur, qui ont fait évoluer les plantes ancestrales? Essentiellement, donc, le fait qu'elles ont besoin de se reproduire. Donc, s'il n'y a plus d'eau pour les gamètes mâles nager, il faut d'autres agents, donc on a vu le pollinique, mais il faut aussi que les grains de pollen arrivent sur les organes où elles vont germer, donc on a vu les stigmates notamment. Donc il y a une coévolution entre la plante, les animaux, les insectes, tous les pollinisateurs, les oiseaux. Donc tout ça, tous ces êtres vivants ont évolué un petit peu en même temps, justement pour conquérir le milieu terrestre. Le climat est en cause, les changements climatiques? Ça va influencer sur la nature des végétaux dans les régions qui vont être soumises à ces climats. Mais je ne pense pas que ça va influencer. Si un petit peu parce que dans les régions un peu froides, où les pollinisateurs sont beaucoup moins actifs à cause des températures, par contre, il y a beaucoup de plantes qui vont développer la pollinisation par le vent. Le vent qui est un agent passif, mais qui est quand même très efficace. Les toundras, les steppes, etc., il y a beaucoup de plantes pollinisées par le vent. Donc les grains de pollen sont transportés sur les stigmates, des pollens très très légers, éventuellement avec des petits ballonnets aérifères qui vont leur permettre de voyager comme ça. Oui, le climat peut être important dans certains écosystèmes particuliers. Je crois qu'on entend un peu mieux. Est-ce que... Oui. Il y avait là aussi. Bonsoir. J'avoue que je ne me rappelle plus à quel niveau on était quand on a évoqué le... alors, je ne sais pas utiliser les mots qu'il ne faut pas. Ça commence à sortir ici. Alors, c'est comme le pollen qui fait comme une petite tige. Donc le tube pollinique. Le tube pollinique, voilà. C'est le pollen qui a germé, ce n'est pas le pollen lui-même. C'est un petit tube qui sort du pollen. Mais c'est avant la fécondation. Oui, c'est avant la fécondation. C'est le préambule à la fécondation. C'est ça. Mais du coup, les deux gamètes sont issus de la même plante. Oui, du même grain de pollen. Enfin, les deux gamètes. Mâles et femelles. Ah, les mâles et femelles, non. Non, justement, il faut... Si j'ai pas compris, parce que normalement, l'idée de la fécondation, c'est d'avoir deux organismes différents qui produisent un gamète mâle, gamète femelle, qui se mélangent pour assurer la diversité génétique. Oui, oui. Donc là, normalement, ça se fait entre des végétaux d'origine différente. C'est ça. Enfin, qui n'ont pas la même parenté.
pour Oui. éviter l'inceste. Oui, c'est ça. Quelque part, il faut garder nos connaissances. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, bon, il y a parfois des plantes qui s'autopollinisent, Oui, parce que si le pollinisateur qu'elle attend n'arrive pas, à défaut, oui, elle s'autopollinise. ça j'avais Et fait. puis il y a des fleurs qui ne s'ouvrent jamais, comme certaines violettes. Donc on appelle ça des fleurs cléistogames, donc elles s'autopollinisent. Et parfois ça marche. Oui, dans le lot, il y en a bien quelques-unes qui Voilà. vont marcher. Mais donc celle-là, c'est le pollen qui fait son petit tube pour, Mais, donc un pollen qui a été fourni par une plante différente de celle où il arrive. qui est arrivé par le vent, par exemple. Oui, ou- voilà, sec, D'accord. un bourdon. Mhm. Donc le brassage génétique est assuré, parce que c'est des gamètes d'origine différente. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la fécondation des figues? Oh là, non. J'ai pas révisé, c'est trop complexe. C'est très complexe. Non, non, je ne la connais pas par cœur. Il y a des guêpes, il y a des... Oui, il y a des bastophagas, tout ça. Non, non, non. Il faut poser ces questions-là, il faut les poser 3 semaines avant. Oui, toutes ces plantes, quel que soit leur mode de reproduction, existent encore toutes. Donc la famille des gingoacées, il n'y a plus que le gingo qu'on connaît. Voilà. Tous les autres sont fossiles. Les tout premiers sont fossiles. Non, pas forcément. Non, Il reste toujours des bryophytes, il reste des algues, Voilà. il reste... Et Mais il y en a qui ont comment- disparu. voilà. Oui. Et alors, la mise en perspective avec l'arrivée des insectes, le développement, par exemple, qui permet, bon, il y a le vent, mais il y a aussi surtout et beaucoup les insectes. Insectes et oiseaux, oui. Voilà, et les oiseaux, voilà. Et donc, la mise en perspective des deux développements de ces espèces, finalement, d'un côté les plantes et de l'autre côté en parallèle, est-ce que ça a poussé vers l'évolution, justement? Ah oui, ça fait un moteur Ça a d'évolution. été un moteur. Oui, oui, Et oui. à quelle période, justement, Bah, ça après, se... c'est toujours le même problème. Voilà, à quelle Qui période a ça se entraîné fait qui Oui, quelle est la poule et quelle est la poule? Voilà, c'est toujours le même problème de l'évolution. On n'y arrivera jamais. Là. Voilà. Mais ça se passe à quelle période? Bon, c'est à peu près au Crétacé que ça C'est au Crétacé que ça commence. Voilà. Et ça se développe à ce moment-là, ça prend Ouais, plus voilà, ça d'importance. prend de l'ampleur. Ça prend d'ampleur. Et puis il ne faut pas oublier aussi le développement des animaux qui vont contribuer à la dispersion des graines. Oui, tout à Des fait. frugivores, etc. Voilà, les fourrures, les oiseaux, etc. Oui, Il y a d'accord. différents niveaux d'évolution. Mais en fait, c'est allé de pair. Oui, oui. C'est allé en escalade, en fait. Oui, donc c'est une escalade. L'escalade, c'est un peu négatif, j'ai l'impression qu'on se casse la figure. Ah, Mais non, non, c'est ce qu'on appelle la coévolution. La coévolution. Et ça commence au Crétacé. À peu Et près, oui. quel est le moteur de cela? Alors là. Ah, Il y a des... Ouais, bah, il y a... oui, dans le climat, Ah, la sélection l'hiver, naturelle, comme dit Bernard, oui, parce que... les meilleures conditions. C'est celui qui va continuer à vivre, c'est celui qui a réussi. Ceux qui n'ont pas réussi disparaissent. Ouais. Voilà. C'est très Donc bien. nous sommes des musulmans pour tous. Ah, oui. Ah, oui. On n'a pas un papier génétique d'origine. Il y avait une question là-bas. Moi, c'est une question. Justement, quand tu nous as montré l'évolution, tu parles de millions d'années, et puis à un moment c'est figé. Au Crétacé. Oui, bon. Ouais, c'est l'arrivée des angiospermes. Autant c'est il y a très longtemps. Oui. À ton avis, de l'avis des botanistes et des scientifiques, quelle est l'évolution future par rapport à l'impact de l'homme sur cet environnement? L'impact nocif, j'entends. Non, moi, je pense que les plantes seront toujours là alors qu'il n'y a plus les hommes. Les plantes sont toujours là, même qu'il n'y aura plus des hommes. Donc, Je pense que l'évolution, après, l'évolution va s'arrêter aux ça- ovules dans un ovaire. Non, ça inférieur. devrait, comme la question que posait Jean-Marie tout à l'heure, juste à la fin de l'exposé, qu'est-ce qui va venir après le stade où je me suis arrêté? C'est-à-dire l'ovaire inférieur, normalement, il devrait y avoir une nouvelle couche qui va entourer tout ça par évolution, oui. Et ça sera peut-être sur des millions d'années aussi. Là. Non, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Parce qu'on parle beaucoup de l'impact de l'homme, de la disparition des espèces, de la disparition des abeilles, de la disparition Oui, des oui, oiseaux. oui. Pourquoi pas la disparition des plantes? Ouais. Je pense que les plantes vont s'en sortir. Les botanistes, je ne sais pas, mais les plantes, oui. C'est pas la première disparition qui existe. Bon, peut-être on accélère, mais c'est pas la première, ce ne sera pas la dernière non plus, je pense. Voilà. Et ça, j'ai grande confiance de la nature. Ce que je crois savoir, c'est que dans 2 milliards d'années, oui, le soleil arrêtera de briller.
Ça, non, c'est 2 milliards. On est au milieu de la vie du système solaire. Là, c'est sûr, il n'y aura plus de plantes. Mais avant, je crois qu'il y aura beaucoup d'autres générations. Oui, je crois que ce sera les dernières à disparaître. L'homme disparaîtra, bien sûr, avant. Oui, les plantes, oui, comme dit Bernard, les plantes sont des producteurs primaires, donc elles n'ont pas besoin des animaux qui les consomment ou des hommes, mais par contre, elles peuvent survivre tout seules. Oui. Pour planter des pins en Amérique, on a vu que de planter juste les graines, ça ne suffisait pas, il fallait transporter la terre. Est-ce que... Ah, c'est lié à je pense, aux mycorhizes, aux champignons qui ont... Les graines ont besoin de... Voilà. Et est-ce que c'est intervenu à partir du pain ou est-ce que les autres plantes avant avaient besoin... On est toujours au même niveau. Quand il y a une coopération, quelle qu'elle soit, qui a commencé... Mais il y avait d'autres coopérations avant? Les mycorhizes sont très très anciennes. Je crois dès le primaire, on a retrouvé des mycorhizes fossiles. Ou en tout cas des organes, des organismes qui ont été interprétés comme tels. La mycorhisation est très très ancienne dans l'évolution. C'est un acteur? Ah oui, ça peut expliquer aussi l'évolution.